La pluie martelait le pare-brise comme un verdict divin, transformant la route sinueuse de Provence en un fleuve de boue et de regrets. J'ai freiné si brutalement que les pneus ont hurlé. Et là, sous les phares tremblants de ma vieille Peugeot, deux petites silhouettes se tenaient immobiles, abandonnées comme des offrandes à l'orage. C'étaient eux. Mes fils, des jumeaux de 7 ans que je n'avais jamais osé réclamer. Nés d'un amour interdit que le monde avait étouffé dans l'ombre. Je m'appelle Lucien Duval. Un homme de 42 ans originaire de Marseille, où le sel de la Méditerranée colle encore à mes rêves éveillés. Ma vie s'était construite sur des mensonges nécessaires, un mariage de façade avec Élise. Une femme douce mais distante. Pour apaiser les murmures de la famille et de la société provençale conservatrice des années 90. Mais mon cœur, lui, battait pour Antoine. Un artiste aux yeux d'azur et aux mains tatouées de vent marin, que j'avais rencontré lors d'une exposition clandestine à Aix-en-Provence. Notre amour était un feu volé, consumé dans des motels anonymes et des ruelles parfumées de lavande, loin des regards inquisiteurs. Élise le savait. Ou du moins le devinait, elle acceptait ce pacte tacite en échange de la stabilité que je lui offrais. Et puis, un jour, par un miracle ou une malédiction, nos vies s'entremêlèrent d'une façon que nul n'aurait pu prévoir, Élise tomba enceinte de jumeaux. Fruit d'une nuit où l'alcool et le désespoir avaient effacé les frontières. Mais les tests ADN, que j'avais faits en secret des années plus tard, révélèrent la vérité cruelle, ces garçons, Lucas et Léo, étaient miens et d'Antoine, un legs d'une étreinte passionnée que j'avais partagée avec lui lors d'une escapade volée à Paris, où Élise avait cru que j'étais en voyage d'affaires. Antoine était parti trop tôt, emporté par une leucémie fulgurante 5 ans auparavant, me laissant avec un vide béant et des photos jaunies dans un tiroir verrouillé. Élise, brisée par la maladie et les ragots du village, s'était réfugiée chez sa mère, la grand-mère des garçons, une femme acariâtre nommée Marguerite, pilier rigide d'une lignée bourgeoise marseillaise imprégnée de catholicisme intransigeant. Marguerite haïssait tout ce qui déviait de la norme, les amours contre nature, les secrets de famille, les faiblesses qu'elle qualifiait de péchés. Quand Élise mourut d'un cancer foudroyant l'hiver dernier, laissant les jumeaux orphelins à sa charge, Marguerite les avait élevés dans une maison froide aux volets clos, à Saint-Rémy-de-Provence, où les champs de lavande masquaient à peine l'odeur de la rancune. Ce soir-là, alors que l'orage déchaînait sa fureur sur la D99, un appel anonyme avait brisé mon silence, « Tes petits-enfants sont en danger. Elle les abandonne ce soir. Sur la route vers Arles. Sauve-les si tu l'oses. » La voix était rauque. Peut-être une voisine compatissante. Peut-être un fantôme du passé. Mon cœur s'était emballé comme un moteur grippé, j'avais sauté dans la voiture sans un regard en arrière, laissant derrière moi mon appartement modeste d'Aix, où je survivais en tant que professeur d'histoire au lycée, enseignant des révolutions que je n'avais jamais eu le courage de déclencher dans ma propre vie. Les garçons ne m'avaient pas vu approcher. Lucas, le plus audacieux des deux, avec une cicatrice fine sur le sourcil gauche au souvenir d'une chute lors d'une bagarre d'école pour défendre son frère, fixait l'horizon noyé de pluie. Léo, son miroir parfait mais plus timide, serrait un ours en peluche effiloché contre sa poitrine, ses épaules frêles secouées de sanglots muets. Il portait des imperméables trop grands, marqués du monogramme de Marguerite, et un sac à dos bourré de vêtements froissés et d'un album photo déchiré. Grand-mère a dit qu'on était maudits, murmura Lucas quand je sortis de la voiture, ma voix tremblante perçant le vacarme de l'averse. Maudit comme papa. Le mot papa me transperça comme une lame.
Je m'agenouillai dans la boue, ignorant la froidure qui remontait le long de mes genoux, et les enveloppait dans mes bras. Leur odeur, un mélange de savon bon marché et de peur enfantine, me ramena à ces nuits volées avec Antoine, où nous parlions d'un avenir impossible, d'enfants que nous élèverions dans un monde qui nous accepterait enfin. Je suis votre père, chuchotai-je, les larmes se mêlant à la pluie sur mon visage. Votre vrai père. Et je ne vous abandonnerai jamais. Ils se raidèrent d'abord, ces deux petits êtres façonnés par le rejet. Mais Léo fut le premier à céder, enfouissant son visage dans mon épaule. Lucas, plus méfiant, leva les yeux vers moi. Ses prunelles sombres, les yeux d'Antoine me scrutant comme pour y déceler le mensonge. Pourquoi elle nous a laissés? Grand-mère disait que c'était à cause de toi. Que tu étais différent. Le mot différent portait en lui tout le poids des sermons de Marguerite. Des murmures de la paroisse. Des regards obliques jetés sur les péchés de la chair qui avaient, selon elle, corrompu Élise et causé sa chute. Je les installai à l'arrière de la voiture. Allumai le chauffage qui crachota faiblement. Et nous roulâmes en silence vers Aix. La route défilant comme un ruban délavé sous les essuie-glaces affolés. En chemin, les mots jaillirent, fragmentés comme des éclats de verre, Marguerite, accablée par des dettes accumulées après la mort d'Élise, avait décidé de se débarrasser des garçons, les considérant comme un fardeau maudit par le péché originel de leur conception. Elle les avait conduits sur cette route isolée, leur avait donné le sac avec quelques euros et un billet de train pour nulle part, avant de repartir sans un regard en arrière. Elle pleurait. Mais elle a dit que c'était pour notre bien. Avoua Léo. Sa voix un filet ténu. Que le diable nous suivait depuis la naissance. La rage me consuma. Une flamme que j'avais étouffée pendant des années sous les couches de honte et de conformisme. Antoine m'avait souvent reproché ma lâcheté, Lucien. L'amour n'est pas un secret à enterrer, c'est une révolution à crier. Et voilà que, ce soir, la révolution commençait. Trempée et grelottante sur le siège arrière. À Aix. Dans mon appartement aux murs tapissés de livres d'histoire des révolutions françaises qui avaient renversé des trônes pour moins que cela. Je les bordais dans mon lit, leur préparant un chocolat chaud avec des marshmallows volés à un Noël solitaire. Ils s'endormirent enlacés. Leur souffle synchrone comme un écho de leurs liens jumeaux. Et je veillais, le cœur gonflé d'une tendresse nouvelle, mêlé à la terreur de ce qui viendrait. Le lendemain matin, le soleil perça les volets, peignant des rayures dorées sur leurs visages endormis. Je préparai des crêpes, une recette marseillaise héritée de ma mère. Généreuse et sucrée comme les jours d'été au Vieux-Port. Lucas se réveilla en sursaut, cherchant instinctivement la main de son frère. C'est vrai. Alors? Tu es notre papa, demanda-t-il. Sa voix encore rauque de sommeil. Je hochai la tête. Et pour la première fois, je prononçai à voix haute l'histoire que j'avais eue, mon amour pour Antoine. Un homme qui avait peint les étoiles dans mes nuits les plus sombres, la nuit fatidique où, ivre de désir et de vin de Bandol, nous avions uni nos corps dans une auberge cachée des Alpilles, et comment Élise, dans un moment de vulnérabilité, avait accepté un don anonyme pour concevoir, ignorant que le donneur était moi. Guidé par Antoine dans cette folie d'amour partagé. Les garçons écoutèrent, fascinés et perplexes. Léo, avec sa sensibilité de poète en herbe, toucha ma main, c'est comme dans les livres que grand-mère brûlait. Des amours qui ne ressemblent à personne. Lucas, plus pragmatique,
fronça les sourcils, mais pourquoi elle nous déteste? On n'a rien fait. La question me serra la gorge. Marguerite. Avec sa vision étroite du monde, voyait en eux les stigmates d'un péché qu'elle n'avait jamais pardonné à Élise, ses rumeurs sur mon lifestyle. Ces absences prolongées qui masquaient mes rendez-vous avec Antoine. Pour elle, les jumeaux étaient une malédiction vivante. Un rappel que l'amour, dans sa forme la plus pure, défiait ses dogmes. Mais la paix fut de courte durée. À peine une semaine plus tard, alors que j'inscrivais les garçons à l'école locale, un établissement chaleureux niché dans les remparts d'Aix, où les platanes centenaires murmuraient des secrets aux enfants. Un coup à la porte fit trembler les murs. Marguerite se tenait là, le visage ravagé par la culpabilité et la fureur, flanquée d'un notaire aux lunettes pincées et d'un policier mal à l'aise. Ce sont mes petits-enfants. Tu n'es qu'un imposteur. Un déviant qui a empoisonné ma fille, hurla-t-elle. Sa voix éraillée par des années de tabac et de prières non exaucées. Le notaire brandit des papiers, Élise avait légué la garde à sa mère. Et mon absence volontaire. Pour protéger tout le monde me disqualifiait aux yeux de la loi. Le policier. Un homme bourru du nom de Renaud. Originaire d'Avignon. Posa une main sur mon épaule. Monsieur Duval? Nous devons emmener les enfants. Il y a une enquête pour enlèvement. Les garçons, cachés derrière le canapé, pleuraient en silence, leurs petits poings serrés. C'est alors que la kermesse intérieure explosa, je sortis les tests ADN. Ces documents jaunis que j'avais gardés comme un talisman, et les jetés sur la table comme des grenades. Lisez. Ils sont miens. De mon sang, et de celui d'un homme que j'aimais plus que la vie elle-même. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge provençale. Marguerite s'effondra sur une chaise, ses mains arthritiques tremblant. Pour la première fois, je vis non la bigote impitoyable, mais une femme brisée par ses propres chaînes, veuve jeune. Élevée dans la peur du scandale, elle avait projeté ses haines sur Élise, puis sur les garçons. Je ne savais pas, murmura-t-elle, les yeux rivés sur les papiers. Élise m'avait dit que c'était une insémination anonyme. Pas ça. Le notaire, après un appel frénétique au tribunal d'Aix, confirma, les preuves biologiques primaient. Et une audience provisoire m'accordait la garde en attendant le jugement final. Mais la bataille ne faisait que commencer. Les semaines suivantes furent un tourbillon de drames, des appels nocturnes de Marguerite, passant de la menace aux supplications, des ragots au marché d'Aix, où les commères chuchotaient sur le professeur gay qui vole des enfants, et, plus poignant, les cauchemars des garçons, hantés par l'abandon sur la route pluvieuse. Je les emmenai chez un thérapeute à Arles. Un homme sage nommé Henri, qui avait lui-même traversé les tourments d'un coming out dans les années 80. L'amour n'est pas une ligne droite, mais petit, leur dit-il un après-midi ensoleillé, sous les arènes romaines. C'est un labyrinthe, mais il mène toujours à la lumière. C'est lors d'une de ces sessions que l'étincelle romantique ralluma ma vie éteinte. Henri, avec sa barbe poivre et sel et son sourire qui évoquait les ports de pêche de Sète, devint plus qu'un confident. Nos conversations dérivèrent vers des dîners improvisés aux bouillabaisse maison et vins rosés des côtes de Provence, où je lui confiai les lettres d'Antoine. Ces mots enflammés qui parlaient de construire un foyer au-delà des normes. Henri, veuve d'un partenaire perdu dans un accident de moto, comprit sans juger.
Ton histoire n'est pas une tragédie. Lucien, c'est une renaissance. Et ces garçons? Ils sont le pont vers elle. Un soir d'été. Alors que les cigales chantaient leur hymne aux étoiles. Nous nous embrassâmes sur la terrasse de mon appartement. Avec vue sur la cathédrale Saint-Sauveur illuminée. Les garçons, qui nous espionnaient depuis la fenêtre, éclatèrent de rire au lieu de fuir. Papa a un amoureux. Comme dans les livres, s'exclama Lucas. Et Léo ajouta, ils sont comme les vagues. Ce fut le début d'une famille recomposée. Fragile mais authentique. Où l'amour se tissait en tricot serré, mais câlin avec Henri. Les dessins des garçons représentant des routes sans fin menant à des maisons chaleureuses. Et même des trêves avec Marguerite. Qui, rongée par le remords, commença à visiter, apportant des madeleines et des excuses murmurées. Le climax survint lors de l'audience au tribunal de Tarascon. Une forteresse médiévale rénovée en palais de justice. Où les vignes du Rhône serpentaient comme des veines de la terre. Marguerite, vêtue d'une robe noire austère, témoigna d'une voix brisée, « J'ai abandonné mes petits-enfants parce que je craignais le jugement de Dieu. Mais c'est moi qui jugeais mal. » Ses aveux, l'abandon calculé. Les dettes cachées. Les sermons haineux firent basculer la balance. Le juge, une femme progressive nommée Claire Lefebvre, originaire de Lyon, prononça mon droit de garde pleine et entière, soulignant la résilience d'une famille fondée sur l'amour véritable, au-delà des conventions. Pourtant, la vraie épreuve fut personnelle. Après le verdict, Marguerite me confronta dans le couloir pavé, sous les portraits austères des anciens magistrats. « Comment peux-tu élever ces garçons dans le péché ?» cracha-t-elle. Je la regardai droit dans les yeux. La voix ferme pour la première fois, le péché, c'est l'abandon. La haine qui ronge l'âme. L'amour, quel qu'il soit, est la seule sainteté qui compte. Antoine me l'a appris. Et maintenant, je l'enseigne à nos fils. Elle vacilla. Et pour la première fois, une larme coula sur sa joue ridée. Peut-être. Peut-être que tu as raison. Les mois suivants furent une symphonie de guérison. Nous déménageâmes dans une maisonnette au Beau de Provence. Perchée sur un rocher calcaire. Avec un jardin où les garçons plantèrent des lavandes en mémoire d'Antoine pour que son parfum nous guide toujours. Henri s'installa avec nous, apportant ses toiles abstraites et ses histoires de voyage en Bretagne. Où les falaises défient la mer comme l'amour défie les tempêtes. Lucas découvrit le football sur les terrains poussiéreux. Devenant le capitaine d'une équipe inclusive, Léo, lui, s'épanouit en dessin. Traçant des portraits de notre famille élargie, 4 silhouettes entrelacées sous un arc-en-ciel provençal. Marguerite, transformée par la perte et le pardon, nous rejoignit pour les Noëls. Ses mains noueuses apprenant à tricoter des écharpes arc-en-ciel. Elle raconta même, un soir autour du feu, ses propres secrets enfouis, une amitié passionnée avec une institutrice dans les années 50. Étouffée par la guerre et les conventions. J'ai fui ce que tu embrasses. Avoua-t-elle. Et dans ses yeux, je vis le fantôme d'Antoine sourire. Aujourd'hui, sous le ciel azur de Provence, alors que les jumeaux courent dans les champs, leur rire fusant comme des oiseaux libres. Je sais que l'abandon sur cette route n'était pas une fin, mais un commencement. L'amour, dans sa forme la plus audacieuse au queer, familial, rédempteur, a triomphé des ombres. Il nous a unis, non par le sang seul,
Mais par le choix courageux de nous aimer sans chaîne. Et dans ce choix, nous avons trouvé non seulement la survie, mais la grâce. Les jours suivants, l'audience furent un baume sur des plaies encore à vif. Henri et moi. Nous nous promenions le long des allées ombragées du cours Mirabeau à Aix. Les mains entrelacées quand les passants se faisaient rares. Nos cœurs battant au rythme des fontaines chantantes. Les garçons. Désormais inscrits à l'école des Augustins. Rentraient avec des histoires de camarades à un petit arabe nommé Karim qui partageait ses dates. Une fille rousse. Sophie. Qui dessinait des monstres gentils avec Léo. Papa. C'est quoi l'amour? Demanda Lucas un soir. Alors que nous dînions d'agneau rôti aux herbes de garrigue. Le soleil couchant teignant la table en or. Je marquai une pause. Cherchant les mots d'Antoine, c'est quand ton cœur grandit pour en inclure d'autres. Même si ça fait mal parfois. Mais les ombres persistaient. Des lettres anonymes glissées sous la porte aux pêcheurs. Rends les enfants. Me rappelait que la Provence, avec ses villages perchés et ses marchés colorés, abritait encore des âmes étroites. Henri, sentant ma peur, organisa une escapade à Cassis, où les calanques turquoises lavent les tourments. Là, sur une plage de galets, nous fîmes l'amour pour la première fois comme amants déclarés. Le sel de la mer sur nos peaux. Les vagues applaudissant notre union. Tu es mon phare? Lucien. Murmura-t-il. Et je crus enfin que la lumière pouvait durer. De retour, une surprise nous attendait, Marguerite. Avec un panier de fils mûrs et un album photo restauré. Pour les garçons, dit-elle, évitant mon regard. Dedans, des clichés d'Élise enfant, riant sur les quais de Marseille. Et un portrait jauni d'Antoine, jeune et radieux, lors d'une expo à Avignon. Comment l'avait-elle? Élise me l'avait confié. Elle savait. Pour vous deux. Et elle vous pardonnait. Les larmes coulèrent, libérant des années de silence. Ce soir-là, autour d'un pastis partagé, un rituel marseillais de réconciliation, Marguerite nous raconta son propre amour perdu. Une femme nommée Claire, rencontrée dans les usines de munitions pendant la guerre. J'ai choisi la peur au lieu de la vérité. Ne fais pas comme moi. Cette confession scella un pacte fragile. Marguerite devint grand-mère à temps partiel, emmenant les garçons aux arènes d'Arles pour des après-midi de gladiateurs imaginaires. Apprenant à Léo les nœuds marins comme son grand-père le lui avait enseigné. Lucas, sentant le vent tourner, lui confia ses doutes. Est-ce que je serai comme papa? Différent? Elle le serra contre elle, différent et beau. Mon trésor. C'est ce qui fait les étoiles briller. Pourtant, le drame ressurgit sous forme inattendue. Un journaliste local, flairant le scandale, publia un article dans le Provençal, le coming out forcé d'un père gay, enfants abandonnés par leur grand-mère bigote. Les téléphones sonnèrent. Les regards se firent lourds au supermarché. Henri, protecteur, suggéra une interview pour reprendre le récit, transforme la honte en étendard. Avec les garçons à nos côtés dessinés comme des super-héros sur une banderole. Nous parlâmes à la caméra. Voix tremblante mais ferme. L'abandon n'est pas né de l'amour queer, mais de la peur qui l'entoure. Nous choisissons l'amour. Et il nous sauve tous. La réponse fut un raz-de-marée, des messages de soutien de toute la France. D'un couple lesbien à Lille à un activiste trans à Nice, une pétition pour des lois plus protectrices sur les familles arc-en-ciel.
Même Marguerite fit une apparition télévisée. Brisé mais brave, j'ai failli détruire ce que j'aimais le plus. L'amour de Lucien pour ses fils est pur. Comme celui d'Antoine l'était pour lui. Dans ce tourbillon, notre romance s'approfondit. Henri et moi adoptons un rituel, chaque lune nouvelle. Nous gravissons le mont Sainte-Victoire, cher à Cézanne, pour peindre et méditer. Les garçons nous suivent. Sac à dos rempli de fromage et de rêves. Léo esquisse des paysages où les routes mènent à des familles unies, Lucas invente des jeux où les méchants et les haines passées sont vaincus par des alliances inattendues. Un automne pluvieux. 2 ans après l'abandon. Nous célébrâmes l'anniversaire des garçons dans notre jardin au beau. Ballon arc-en-ciel flottant au vent mistral. Gâteau au chocolat en forme de cœur. Marguerite trancha la première part. Ses mains plus douces. À la famille. Porta-t-elle un toast. Et pour la première fois, elle embrassa Henri sur la joue. Ce soir-là, sous les étoiles, je tins Antoine dans mes souvenirs. Sentant sa présence dans le rire des jumeaux, dans la main d'Henri sur la mienne. L'amour n'efface pas les cicatrices, mais il les transforme en constellations. L'hiver enveloppa la Provence d'un manteau de brume, transformant les vignes en fantômes argentés. C'est alors que le passé frappa à nouveau. Sous la forme d'un cousin éloigné d'Élise. Un homme nommé Raoul. Banquier à Paris. Aux ambitions aiguisées comme un sabre. Il contestait le testament, arguant que ma moralité douteuse disqualifiait ma garde. Les garçons méritent une vie stable. Pas un cirque queer. Lâcha-t-il lors d'une médiation à Marseille. Son accent parisien snob claquant comme un fouet. La tension grimpa. Raoul. Avec ses costumes sur mesure et ses avocats zélés. Fouilla le passé. Déterrant des lettres d'Antoine intimes. Enflammé haut pour les brandir comme des armes. Preuve de débauche, tonna-t-il au tribunal. Je sentis la panique monter. Mais Henri, ancré comme un olivier, me rappela, la vérité est notre bouclier. Nous contre-attaquâmes avec des témoignages, celui de l'école. Louant l'épanouissement des garçons, celui de voisins. Décrivant nos dîners familiaux bruyants de joie, et le plus poignant. Celui de Marguerite. Qui, en larmes, déclara, j'ai abandonné mes petits-enfants par peur. Lucien les a sauvés par amour. C'est lui le vrai parent. Les garçons, autorisés à parler, volèrent la vedette. Lucas, droit comme un petit soldat, papa Lucien nous lit des histoires d'héros qui s'aiment malgré tout. C'est lui notre héros. Léo, timide mais clair, avec Henri. On a 2 papas. Et grand-mère nous fait des cookies. C'est parfait. Le juge, touché, rendit un verdict en notre faveur. Condamnant Raoul à payer les frais d'une justice poétique. Libérés. Nous partîmes en vacances à la Camargue. Où les flamants roses dansent dans les marais salants. Là, au galop des chevaux blancs. Je sentis Antoine galoper avec nous. Son esprit libre comme le Mistral. Henri et moi échangeâmes des vœux informels au coucher du soleil, pour les routes à venir. Ensemble. Les garçons jetèrent des fleurs dans l'eau. Pour les amours perdus qui veillent sur nous. De retour, la vie fleurit. Lucas intégra une équipe de foot inclusive à Salon de Provence. Marquant son premier but sous les acclamations d'Henri. Déguisé en supporter extravagant. Léo exposa ses dessins à une galerie locale. Des toiles où des routes sinueuses relient des cœurs brisés.
Marguerite. Réconcilié. Nous invita à Noël à Saint-Rémy. Où Van Gogh peignit ses tournesols fous. Autour de la bûche. Elle confia un secret, j'ai écrit à Claire. Ma vieille amie. Elle vit à Toulouse. Veuve mais heureuse. Peut-être. Un jour. Cette vulnérabilité nous lia plus fort. Ensemble. Nous fondâmes un groupe de soutien pour familles LGBT en Provence. Route arc-en-ciel. Où des histoires comme la nôtre inspirent d'autres âmes perdues. Des parents solos. Des couples trans. Des grands-parents repentis où tous convergent vers Aix pour des ateliers sous les platanes. Partageant pain et vérité. Un soir de printemps. Lors d'une de ces réunions. Une jeune femme. Camille. Originaire de Nîmes. Raconta son abandon similaire, sa mère l'avait laissé pour guérir son homosexualité. Votre histoire m'a donné le courage. Dit-elle. Je la serrai dans mes bras. Sentant le cercle se refermer au non sur la douleur. Mais sur la guérison collective. Avec Henri. Notre intimité s'approfondit en poésie quotidienne, matin de café partagé. Soirée de vin et de violon lui jouant des airs de Ravel. Moi récitant Baudelaire. Les garçons. Témoins. Apprennent que l'amour est pluriel. Fluide comme la Durance. Et ainsi. La route s'étire. Bordée de lavande et de promesses. L'abandon de cette nuit pluvieuse n'est plus qu'un chapitre. Éclipsé par des volumes d'amour conquis. L'été revint. Torride et généreux. Avec ses marchés d'Apte débordant de melons et de miel. Mais sous la chaleur. Un nouveau défi émergea, les garçons. Maintenant 9 ans. Commencèrent à poser des questions sur Antoine. Il était comment? Notre autre papa, demanda Léo un soir. Alors que nous campions près du Verdon. Les tentes éclairées par un feu de camp crépitant. Je sortis une boîte en bois sculpté. Relique de Marseille. Contenant des carnets d'Antoine, esquisses de port. Poèmes sur des amours volés. Photos de nous deux riant sous la pluie de Paris. Antoine était un tempête en homme calme. Commençai-je. La voix émue. Il peignait comme si chaque toile était une déclaration d'amour. Et il vous aurait adoré où vous êtes ses yeux. Ses sourires. Lucas. Piquant des marshmallows. Ajouta, il nous aimait déjà. Oui. 1000 fois oui. Cette nuit. Sous les étoiles du Luberon. Nous invoquâmes Antoine en contant des anecdotes, sa danse maladroite aux fêtes de village. Sa passion pour les olives noires. Henri. Sentant le poids. Organisa un hommage, une fresque murale à Aix. Sur un mur du quartier Mazarin. Peinte par des artistes locaux. Les garçons y apposèrent leurs mains. Laissant des empreintes colorées au bleu pour Lucas. Vert pour Léo. Rouge pour Antoine. Marguerite. Venue avec des outils. Aida à l'inauguration, à la mémoire d'un homme qui a aimé sans peur. La foule applaudit. Et pour la première fois. Je sentis la communauté nous envelopper comme un manteau chaud. Pourtant. Le destin testa encore. Une maladie frappa Henri ou une pneumonie traîtresse. Héritage de ces années de voyage poussiéreux. À l'hôpital de Marseille. Alors que les machines bipaient comme des cœurs affolés. Je veillais. Les garçons alternant câlins et dessins encourageants. Guéris vite. Papa Henri. Pour les crêpes, supplia Léo. Marguerite. Inattendu.
Arriva avec des bouillons de poulet, des prières laïques, batte-toi. Mon garçon. Pour eux. Henri s'en sortit. Plus fort. Et notre lien en sortit trempé d'une gratitude profonde. L'amour, c'est survivre ensemble. Murmura-t-il à sa sortie, embrassant mes lèvres devant les médecins émus. Récupérés. Nous partîmes à Honfleur. En Normandie, un contraste bienvenu avec la Provence. Pour laver l'âme à la mer du Nord. Là, sur les quais brumeux, Henri me demanda en mariage. Un anneau simple en argent gravé, routes éternelles. Les garçons, complices, lancèrent des pétales de coquelicot volés. Marguerite, jointe par visio, pleura, dites oui pour moi aussi. Le mariage fut intime. Dans notre jardin au beau, vœux échangés sous un olivier millénaire. Officié par un maire progressiste de Provence. Lucas et Léo portèrent les alliances. Leurs visages rayonnants. À la famille qui se choisit. Trinqueta Henri. Et la nuit tomba sur des danses folles. Où même Marguerite tournoya. Libérée. Depuis. La vie coule comme un vin millésimé, les garçons grandissent. Curieux et fiers, notre association aux routes arc-en-ciel s'étend à Montpellier. Aidant des dizaines de familles. Antoine vit en nous. Dans chaque câlin. Chaque défi surmonté. Les années filèrent comme les vents du Mistral. Sculptant nos vies en chef-d'œuvre imparfait. À 12 ans. Lucas devint un footballeur émérite. Sélectionné pour un tournoi junior à Clairefontaine. Où il marqua un but décisif dédié à nos papas et à l'oncle Antoine. Léo, quant à lui, remporta un concours d'art à Avignon. Sa toile une route provençale menant à un horizon arc-en-ciel exposé au Palais des Papes. C'est notre histoire, dit-il. Et le public, ému, applaudit une standing ovation. Marguerite, adoucie par le temps, s'ouvrit pleinement, elle rendit visite à Claire à Toulouse. Ravivant une amitié en quelque chose de plus tendre. Tardif mais vrai. L'amour n'a pas d'âge pour fleurir, nous confia-t-elle lors d'un pique-nique au Calanque. Où nous rîmes de nos cicatrices communes. Henri et moi. Grisonnants mais passionnés. Voyageâmes, de la Côte d'Azur au château de la Loire. Traçant des routes d'amour avec les garçons en GPS. Des disputes surgirent sur l'éducation. Les choix de vie. Mais elles se résolvaient en embrassades. Rappelant que l'amour est un art vivant. Aujourd'hui. À 50 ans. Je regarde mes fils jeunes hommes en devenir. Fiers de leur héritage queer et je sais, l'abandon sur cette route fut le catalyseur d'une rédemption collective. Dans un monde encore prompt au jugement. Nous avons bâti un sanctuaire d'acceptation. Où l'amour, dans toute sa diversité, triomphe. Antoine serait fier, Élie sourirait. Et Marguerite? Elle danse enfin libre.